Bonjour, et bien aujourd'hui pour ce numéro de À la française, j'ai le plaisir de vous emmener à Reims pour parler de l'art du vitrail. L'art du vitrail, devant la cathédrale des Rois de France, eh bien je vais vous emmener rencontrer un certain Pierre-Emmanuel Tétinger. Et vous allez me dire quel rapport entre Pierre-Emmanuel Tétinger et le vitrail. Suivez-moi, je vais vous montrer. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Laurent, quelle joie de vous revoir. Merci, quel bonheur de se retrouver ici, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis d'arriver et d'être baigné par cette lumière absolument magnifique. Bienvenue dans cette église du Sacré-Cœur de Reims qui nous a été confiée par le diocèse de Reims. Nous avons pu formaliser cette implantation de notre atelier des vitraux Simon-Marc ici grâce à l'intelligence de Monseigneur de Moulin-Beaufort. Voilà, en plein Covid, on a signé un bail amphithéotique pour occuper cette église et qui est très inspirée et très inspirante. Et il y avait des tas de signes qui concordaient puisque je vous accueille dans cette nef du Sacré-Cœur de Reims où se trouve un vitrail, les 5 plaies du Christ, qui avait été réalisé par notre atelier bien avant que je le rachète par Charles Marc, qui était à l'époque à la tête de cet atelier Simon-Marc. Charles Marc était non seulement le responsable de l'atelier, mais aussi un artiste de grand talent qui était très lié avec Chagall. Et donc, c'est lui qui a permis le fait que Marc Chagall, entre autres, a beaucoup travaillé avec l'atelier Simon-Marc. Et ils ont réalisé ensemble les vitraux de la cathédrale de Reims. Aujourd'hui, on a donc des magnifiques vitraux signés de Marc Chagall dans la cathédrale. Mais ces vitraux ont été réalisés par l'atelier Simon-Marc, qui a fait d'ailleurs beaucoup de choses et qui a lancé le vitrail quand même dans l'art contemporain. Vraiment, l'atelier Simon-Marc a une grande réputation aussi de travailler avec des artistes contemporains. Le vitrail, c'est le passage de l'âme par la lumière. Surtout, ce qui m'a touché, moi j'avais fait une carrière dans le Champagne toute ma vie, mais j'ai découvert qu'il y avait des liens entre le Champagne et le vitrail très importants. L'utilisation du verre, la sélection des feuilles de verre. On sélectionne des feuilles de verre dans la verrerie de Saint-Just ou chez Lamberts, comme on sélectionne des crus ou voire des cépages. Alors on retrouve cette œuvre magnifique qui a été réalisée par Charles Marc, qui à l'époque était à la tête de l'atelier. Ce sont les 5 plaies du Christ. Elles sont donc mises en valeur le jour de l'inauguration de cette église, qui était le 25 octobre 59. C'est le plus ancien atelier de vitraux au monde, toujours en activité, puisqu'il a été fondé en 1640. C'est la plus ancienne entreprise de Champagne. Aucune maison de Champagne n'a l'ancienneté de Simon-Marc. C'est extraordinaire. On est installé dans cette église. Cet atelier renaît, parce qu'il a eu des petites périodes comme depuis plusieurs centaines d'années. Il est normal qu'il y ait eu des hauts et des bas. Bien sûr. Mais il a une force d'âme formidable, une histoire exceptionnelle, un chef d'atelier remarquable et maintenant toute une pépinière de jeunes personnes qui sont venues rejoindre l'atelier. Laurent, je vous présente Sarah Valbom, qui est la directrice générale déléguée de l'atelier de vitraux Simon-Marc. Alors Sarah a une particularité qui sied très bien à l'entreprise puisqu'elle a 2 talents. D'abord un talent de créatrice affirmé puisqu'elle fait des bijoux, elle aime beaucoup l'art, et puis aussi un talent d'organisatrice. Aussi, c'est une femme rayonnante. Elle me fait penser que cet atelier va continuer dans cette double atmosphère de créativité et aussi de gestion. Donc Apolline est en apprentissage avec nous en alternance, aussi au CERFAV, l'école dont je vous parlais tout à l'heure qui se trouve à Vannes-le-Châtel. Et donc là, Apolline travaille sur un panneau du 19e de l'abbatiale Saint-Michel à Saint-Mihiel dans la Meuse.
Donc c'est les panneaux que Olivia, notre restauratrice, a restaurés. Apolline refait le réseau de plomb, donc c'est des plombs neufs sur des pièces de verre qui ont été nettoyées. Et donc là, précisément, elle est en train de poser un plomb d'entourage. Donc quand on pose des plombs, c'est un maillage dessus-dessous, un petit peu comme en textile, vous voyez, pour donner de la force au vitrail. Le plomb, c'est extrêmement mou. Ce qui compte pour Philippe Varin et moi-même, c'est de transmettre cet atelier à une équipe jeune, comme je l'ai fait au Champagne-Tétinger avec ma fille Vitalie, mon fils Clovis. Font beaucoup d'espoir sur Marine Rondeau et Sarah Balbom pour animer cet atelier maintenant et dans l'avenir avec cet esprit de jeunesse, de création et surtout cette qualité d'âme. Donc il va être soudé à chaque intersection. À chaque intersection, vous allez avoir une soudure des deux côtés, donc une soudure à l'étain. Et ensuite, le panneau sera mastiqué. On applique sur le vitrail un mastic liquide qui est fait d'huile de lin, de suie et de craie, qu'on applique sur le vitrail, qu'on fait pénétrer entre le plomb et le verre des deux côtés. Et ensuite, ce panneau mastiqué séchera 1 mois. C'est un délai incompressible pour donner de la rigidité au vitrail et le rendre étanche aux intempéries. Cette église va s'inscrire dans un circuit de visite, car à Reims, on visite bien sûr la cathédrale, le palais du Thau, l'abbaye de Saint-Remy, et tous les beaux musées de Reims, les maisons de Champagne, les crayères gallo-romaines, mais il manquait une dimension artisanale de visite à la ville. Et donc cet atelier Simon Marc, dans cette église du Sacré-Cœur, va s'inscrire dans le circuit touristique de la ville de Reims et de la Champagne. C'est le plus ancien atelier du monde. Tout ça crée une belle histoire autour du vitrail. Et c'est cette histoire que j'ai envie de voir perpétuer avec Marine, Sarah et toute l'équipe rajeunie de l'atelier Simon Marc. Alors, vous vouliez nous montrer, Sarah, votre palette de couleurs et nous parler des verres et de la fabrication du verre. Oui, tout à fait. Mais ici, vous êtes devant le nuancier de l'atelier. Oui. C'est vraiment notre palette, c'est avec ça qu'on travaille. Oui. Donc ici, vous avez à peu près 1100 tons avec lesquels on travaille. En sachant que sur une même feuille de verre, vous pouvez avoir différentes épaisseurs. Donc plus le verre est fin, plus il est clair, plus il est épais, plus il est foncé. Donc vous voyez, les verriers vont s'en servir. Vous voyez par exemple ici, sur une même feuille de verre, vous avez la partie claire et la partie foncée. Voilà ce qui va donner du coup de nuances, de tons. Alors ça, Pierre-Emmanuel, je crois que c'est une œuvre qui vous tient à cœur. Oui, et c'est une œuvre qui me tient à cœur puisque j'ai toujours eu une passion pour le travail de ma mère, Corinne Deville, qui n'a jamais voulu s'appeler Tétinger, qui n'était ni française ni d'aucun pays du monde sauf des Ardennes. Pour elle, les Ardennes, c'était un pays à part entière. Elle disait toujours « Vive le roi, vive la Révolution ». Et elle aimait beaucoup le rouge, et ça c'est une œuvre de jeunesse. Lorsqu'elle avait 16 ans, lorsqu'elle rencontre mon père, qui est d'abord, avant d'être maire de Reims, a commencé sa carrière comme maire de Gueux, un petit village emblématique de Champagne où il y a eu les grandes courses automobiles. Et donc Gueux, c'est toute la jeunesse et l'amour de ma mère pour son mari, Jean. C'est une œuvre vraiment qui me touche beaucoup et qui permet de mettre en valeur les qualités aussi techniques de l'atelier, puisqu'il y a l'utilisation des acides, il y a tout sur une partie technique très importante pour ce vitrail. Donc Sarah, vous nous avez parlé de puzzle, j'en vois un ici, mais il prend essence ici? Tout à fait. Quand on fabrique un vitrail avec la technique traditionnelle, on part de la maquette, de l'œuvre de l'artiste. Sur cette œuvre, on va dessiner le réseau de plombs. L'endroit où on va installer les plombs, qui est une utilité technique, mais c'est aussi une œuvre en soi. C'est un graphisme qui va souligner les lignes de force du dessin. Alors là, c'est une empreinte d'un vitrail qu'on restaure. Et donc, on dessine ce chemin de plomb, on le reporte à l'aide d'un papier carbone sur un papier, vous voyez, un petit peu épais, qui sert de papier de gabarit. D'accord. Papier qu'on va découper avec des ciseaux à 3 lames. Vous voyez, comme ceci. Regardez, c'est des ciseaux qui vont nous permettre de détacher une petite partie. Ah, c'est amusant ça. Et cette petite partie correspond à l'âme du plomb. Vous voyez, ce qu'on appelle l'âme du plomb, c'est cet espace-là. Et hop, vous voyez, ça va parfaitement correspondre. Oh là là, d'accord, mais c'est génial ça. Donc là, notre chef d'atelier, qui est là depuis 38 ans, Oups. Bruno Popette. C'était hier, vous avez commencé à l'âge de 5 ans? Waouh.
Comment tu fais, Bruno, alors, pour découper le verre comme ça? Avec la roulette, il suffit de suivre le calibre papier, au plus près surtout, hein, parce qu'on est limité, on n'a pas plus d'un demi-millimètre de jeu. Donc c'est là qu'il faut être précis. Voilà. Alors ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Puis une fois que ça c'est fait, je vais prendre, merci, la pince à détacher. Et théoriquement, si la coupe est bonne, ça devrait partir. Et voilà. Voilà. Puis s'il reste des petits morceaux, ce qui arrive souvent parce que là on est quand même un verre mécanique assez épais, donc à ce moment-là, on utilise la pince dite à gruger. Théoriquement, une pince à gruger est beaucoup plus agressive, c'est plus de ce style-là, ce qui permet de pratiquement, on va dire, sculpter le verre, quoi. Donc je reproduis ça à chaque pièce, et une fois que chaque pièce est coupée au plus proche, et bien à ce moment-là, on les remet sur les plateaux, et ensuite va intervenir le metteur en plomb. Donc là, il faut être vraiment très très près. Donc il ne me restera plus que celle-ci, et puis la pièce est prête. C'est impressionnant parce que ça a l'air très simple, mais parce que vous le faites très vite et que vous avez l'expérience, mais on devine, moi pour avoir essayé de couper du verre, je peux vous assurer que je suis admiratif. Bravo. Après, c'est comme tout, c'est l'expérience qui fait que... Alors Pierre-Emmanuel, je vous propose, c'est maintenant mes 3 questions. Ma première question, c'est quelle est votre œuvre, on va dire œuvre visuelle, préférée? Incontestablement, la plus belle œuvre que j'ai vue de ma vie, qui représente pour moi l'alpha et l'oméga du dessin, de la peinture, de la fresque, c'est les œuvres qui sont dans le tombeau de la reine Néfertari, dans la vallée des reines en Égypte. Je n'ai jamais rien vu de plus beau, de plus moderne, de plus extraordinaire, de plus coloré. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga. C'est au-dessus de Guernica, au-dessus de la Joconde, au-dessus de tout. Sarah, vous vouliez nous montrer la différente façon de travailler le verre, c'est ça? Oui, j'aimerais vraiment beaucoup vous parler des feuilles de verre soufflées à la bouche qu'on utilise pour fabriquer les vitraux. Ah, ça, c'est passionnant. Alors, je vous montre cette merveille. Alors, vous voyez, regardez, une feuille de verre, ça ressemble à ça. Donc, c'est vraiment avec ces feuilles qu'on fabrique les vitraux. Chaque feuille de verre est unique. Vous sentez les... Mais ça, c'est à la main, ça? Oui, tout à fait. Parce qu'on voit les imperfections, etc. C'est super joli. C'est une technique du Xe siècle. Ils les polissent quand même un peu pour vous? Non, ça c'est amusant, c'est que c'est impressionnant. Alors ça, j'adore. C'est super joli. C'est à ça qu'on reconnaît les verres allemands, parce que donc il n'y a que 2 verreries dans le monde. Il n'y en a plus que 2, oui, dans le monde. Une en France. Qui fabriquent les feuilles de verre. On en a une en France, en dessous de Saint-Étienne, à Saint-Just. Alors celle de France, elle existe depuis quand? Depuis 1880. Mais la façon dont ils travaillent le verre, c'est la même que celle du Xe siècle. Xe siècle? C'est la technique dite du manchon. C'est une technique artisanale. Oui. En fait, vous voyez le soufflage de verre, bien sûr. comment ça marche. Donc on a une espèce de gros pot de fleurs dans lequel on met tous les ingrédients pour faire le verre. Il y a 2 verriers qui travaillent à fabriquer le manchon. Il y a le cueilleur et le souffleur. Donc l'un cueille une boule de verre en fusion. Donc la met au bout du tuyau. De cette canne, c'est une canne creuse. Il commence, alors elle fait déjà, si vous voulez la peser, elle fait déjà 6 kg. Ah oui, c'est physique, je ne savais pas que c'était aussi physique que ça. Quel est maintenant votre auteur préféré? Alors, je vais vous répondre deux illuminés, Arthur Rimbaud et son bateau ivre, et Charles de Gaulle avec ses mémoires de guerre. Et puis, en clou du spectacle, rêver sans aucun doute, si j'avais pu écrire un très beau texte, je crois que j'aurais adoré écrire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah, d'accord. Ça, c'est votre côté artiste et rêveur, et encore avec une âme d'enfant. La coloration du verre. Oui. Il y a 2 façons de colorer le verre. Oui. Il peut être coloré dans la masse. Dans la masse, donc voilà, on met le colorant au moment de la fabrication du verre. Ou alors, il peut être teinté en surface. Et ça, les verriers adorent parce que du coup, on peut le travailler. Notamment ici, on peut le graver à l'acide. Ce qui permet d'avoir toutes ces nuances-là que l'on voit. Voilà, de créer des subtilités. Vous voyez, là, le verre, il est transparent. Il a une couche d'émail en surface qu'on va venir travailler à l'acide. Alors, l'acide permet de garder la transparence du verre. Mais on va supprimer, on va atténuer cette couche d'émail en surface pour révéler la couleur qui est en dessous.
Et ça, c'était pour Chagall, donc, que ça commence à être fait? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en coulisses, voilà. c'est que l'atelier est spécialiste de cette technique qui a été fortement développée pour le travail de Chagall, qui avait des passages du rouge au bleu. Et donc Charles Marc avait à l'époque, dans les années 60-70, développé des verres avec cette verrerie française qui était teintée dans la masse rouge avec un plaquage bleu ou l'inverse pour créer comme ça des passages subtils. Je voudrais, c'est que vous nous avez parlé de la signature finalement on reconnaît un verre de cette entreprise allemande. Comment est-ce qu'on reconnaît un verre de cette entreprise française? Ah, oh, c'est un détail. C'est parce qu'en fait, les feuilles de verre, quand elles sont finalisées, vous voyez, originellement, elles ont ce petit bourrelet. Oui. Vous voyez? Oui. Et simplement, les Français vont couper ce bourrelet pour avoir uniquement une surface utile de verre. D'accord. Alors que les Allemands, ils restent un peu plus bruts. Voilà, et nous, c'est la première chose qu'on fait quand on coupe le verre. On commence par couper cette ligne qui, sinon, avec la surépaisseur, va nous gêner. Mais vous avez vu, moi, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré, par exemple, pour mes propres créations. Moi, je recrée ces bordures en les ponçant et en les polissant. Les Français sont très perfectionnistes. C'est ça. Maintenant, votre époque préférée? L'époque dans laquelle je vis. Mais si j'avais dû avoir une autre vie, j'aurais aimé mourir à 20 ans dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Comme le poète Alan Seeger, je trouve que ce sont des vies accomplies, même si elles ont été courtes. Ils n'ont pas eu le temps peut-être de faire l'amour, d'apprécier les repas gastronomiques, mais cette aventure humaine, cette camaraderie poussée au paroxysme. Et cette passion de la France. Et cette passion de la France, je crois que c'est un destin qui m'aurait plu, mais sinon, l'époque actuelle me plaît beaucoup. Elle est fascinante comme toutes les époques et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de la vivre. Et puis on voit les épaisseurs, là on voit une épaisseur relativement fine, même très fine, et qui va donner du coup toute la nuance à la couleur. Ouais. Waouh. Vous aimez le vert? Ah, très joli, impressionnant. Oui, il est beau. On voit bien la nervure dans le vert. Oh, c'est magnifique ça. Il y a déjà une histoire, même quand on regarde le verre lui-même. Non, c'est splendide. Alors, quelles sont les tendances, les grandes tendances? Parce que je vois là du verre complètement travaillé sur la matière elle-même. Les tendances actuelles et à venir, d'après vous, sont lesquelles? C'est vrai que l'art du vitrail a toujours évolué en fonction de l'évolution des styles architecturaux. Et en ce moment, on voit bien, depuis le Covid, il y a un renouveau, un regain d'intérêt pour tout ce qui est travail de la main, l'artisanat d'art. Et la couleur. Particulièrement le vert, la couleur, la lumière. Donc je pense que nous sommes au début d'une nouvelle ère du vitrail. C'est mon petit feeling personnel. Parce qu'en fait, on peut absolument déployer toutes les techniques, que ce soit sur le verre en lui-même. Vous voyez, bon, là, vous avez des verres imprimés. Alors, ceux-ci sont anciens, ils datent du début du XXe siècle. Mais je pense qu'on peut s'emparer de ces techniques et en refaire une infinité de motifs. Alors, nous, on travaille beaucoup, donc ce que je vous disais tout à l'heure, avec les acides, le sablage, etc. Ah oui, le sablage qui donne ce côté... voilà, ce côté un petit peu opalescent. Ouais. Et ça, c'est très joli, ça. On fait des vitraux également qu'on déploie sur des grandes superficies sans plomb, par exemple. On va coller la feuille de verre sur un verre support mécanique. On va lui apporter un rétroéclairage. Et après, c'est en fonction aussi des artistes avec lesquels on travaille. En fait, on parle du travail de l'artiste et c'est ce travail qu'on va transposer en vitrail. Et on va aller chercher la technique en fonction du projet qu'on cherche à retranscrire. Donc, il n'y a pas de limite, quoi. Et je pense que le vitrail est éminemment contemporain. Lorsque j'ai été obligé de déménager l'atelier, qui était dans une jolie petite maison art déco de Reims, mais qui ne présentait plus les caractéristiques pour développer l'atelier à tout point de vue, il a fallu que je trouve un endroit, et j'avais dit aux administrateurs et aux actionnaires de l'atelier que je cherchais une église, et que mon rêve était d'avoir une église en béton. Ils m'ont tous regardé, et situé à Reims en plus. Ils m'ont dit, bon, Pierre-Emmanuel rêve à voix haute. Quelques mois après, un chef d'entreprise parisien me téléphone en disant, Pierre-Emmanuel, écoute, une personne que je connais bien et que j'estime beaucoup, Monseigneur de Moulin-Beaufort, arrive à Reims comme archevêque de Reims,
et j'aimerais l'inviter à dîner à Reims. Alors je lui dis, bah, écoute, très volontiers, et donc nous nous retrouvons dans un restaurant de Reims, et après un verre de champagne, je m'enhardis, je ne connaissais pas Monseigneur de Moulin-Beaufort, et je lui dis, Monseigneur, nous devions nous rencontrer sûrement grâce à cet ami chef d'entreprise, j'ai besoin de vous, l'atelier a besoin de vous, je lui parle de l'atelier, bien sûr, et je lui dis, nous cherchons, auriez-vous une église pour nous? Il me dit, oui, j'en ai une. On était en plein Covid. Ah, je lui dis, bon, et elle est comment? Elle est à Reims? Oui, elle est à Reims. Et serait-elle en béton? Il me dit, oui, elle est en béton. Ah, alors là, je lui dis, écoutez, c'est sérieux? J'ai dit, oui, oui, c'est sérieux. Et alors là, je me suis dit, c'est peut-être une conversation, un accord de repas. Et je l'ai rappelé quelques jours après. Il m'a dit, non, non, c'est très sérieux. Ça convient très bien au diocèse d'installer le plus ancien atelier de vitraux du monde dans une église. Entre l'église et le vitrail, il y a 800 ans d'histoire d'amour. Ça a beaucoup de sens pour une église d'avoir cet atelier. Il travaille dans le silence, etc. Il savait en plus que l'atelier de vitraux n'est pas destiné à être une affaire capitalistique ou d'argent. Donc tout lui convenait parfaitement. Donc on a désacralisé l'église par une très belle cérémonie avec les personnes du quartier, de tout le quartier autour du Sacré-Cœur. Voilà, je trouve que c'est une anecdote pleine de sens. Ah oui, qui est très jolie. Qui est très jolie. Et nous sommes très heureux de mettre en valeur cette église et de la faire vivre, avec toujours un projet d'âme qui est essentiel. J'ai une question. Derrière vous, il y a une grande échelle. Je me doute que ce n'est pas la chaire, a priori, de l'abbé. Non, c'est une échelle tout à fait historique. Elle a accompagné la vie de l'atelier pendant des décennies et des décennies. C'est l'échelle qui permet au maître verrier de travailler sur les maquettes de vitraux en grandeur réelle. Pour un vitrail, on fait souvent la maquette à l'échelle, j'allais dire numéro 1, la taille de ce que sera le vitrail au final. Et souvent, ce sont des grandes fenêtres, et donc on a besoin de cette échelle qui a vu une très grande partie de l'histoire de l'atelier Simon Marc. Alors, ma minute du professeur Laurent, je vais être dans le prolongement de ce qu'a dit Pierre-Emmanuel. Quand on veut quelque chose, il faut vraiment y croire, espérer contre toute espérance, et finalement les choses finissent par se faire. Mais c'est encore plus joli si on a ce supplément d'âme dont vous avez parlé. Voilà. C'est grâce à vous, je peux vous dire que c'est une télévision qui donne le temps au temps. Et aujourd'hui, dans un monde où on ultra-trail, où on trail, où on tweet, où on email, où on court, où on marathonne, s'exprimer sur votre télévision me fait penser à l'art du vitrail, me fait penser aussi au champagne, c'est-à-dire qu'on peut se promener dans une conversation, rêver dans un dialogue, et c'est une faculté rare que votre télévision donne à celles et ceux qui ont la chance d'être invités à vous rencontrer et à parler avec vous. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel.